Bonjour chers camarades, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des stéréotypes et des préjugés. Nous plongeons dans un sujet d'une importance capitale dans notre société moderne. Les stéréotypes et les préjugés. Ces phénomènes sociaux, bien sûr omniprésents, influencent souvent notre perception du monde et des autres. Les stéréotypes, ces idées préconçues et les préjugés, ces attitudes souvent automatiques envers des groupes particuliers, peuvent avoir des conséquences profondes sur l'individu et sur la société dans son ensemble. Explorons ensemble l'origine de ces concepts, leurs manifestations et surtout comment nous pouvons contribuer à les combattre. Préparons-nous à questionner nos propres perceptions et à réfléchir sur l'impact que ces notions ont sur la diversité, l'inclusion et l'égalité. Commençons ce voyage vers une compréhension plus profonde et une remise en question nécessaire des stéréotypes et des préjugés. Donc, pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire les stéréotypes, on a choisi ces deux définitions. Donc, la première dit que les stéréotypes, ce sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements d'un groupe de personnes. Donc, cette définition décrit la nature des stéréotypes. Selon cette définition, les stéréotypes sont essentiellement des généralisations ou bien des croyances que les gens ont sur les membres d'un groupe particulier. Ces croyances peuvent concerner des traits de personnalité, par exemple, comme l'assiduité ou bien la paresse, ou bien des comportements comme des manières de parler ou bien de s'habiller. Même si certains stéréotypes peuvent sembler bien sûr positifs, ils sont souvent réducteurs et ne tiennent pas compte de la diversité et de l'individualité des personnes au sein du groupe. Donc, on prend quelques exemples. Premièrement, un stéréotype courant qui concerne bien sûr les compétences en mathématiques. Donc, il y a une croyance répandue que les garçons sont naturellement meilleurs en maths que les filles. C'est un stéréotype, bien sûr, qui associe un trait de personnalité ou une compétence à un genre, sans prendre bien sûr en compte les capacités individuelles qui peuvent être changées d'une personne à une autre. Un autre exemple aussi, c'est le stéréotype selon lequel les personnes âgées ne comprennent pas la technologie. Donc, ce stéréotype suggère un comportement ou une incapacité basée sur l'âge, ignorant bien sûr le fait que de nombreuses personnes âgées apprennent et utilisent efficacement la technologie comme c'est le cas pour les jeunes. Un autre stéréotype aussi lié au comportement peut être l'idée que tous les adolescents sont rebelles et ont des problèmes d'autorité, bien que, bien sûr, certains adolescents puissent traverser une phase de rébellion, mais ce n'est pas universel, ce n'est pas le cas pour tous les jeunes enfants. Donc, ces stéréotypes peuvent bien sûr mener à des préjugés et à la discrimination lorsqu'ils influencent la manière dont les gens perçoivent et traitent les autres en se basant bien sûr sur des croyances simplifiées et en
évaluant les gens selon leur appartenance à un groupe spécifique. Donc, pour la deuxième définition, euh, elles disent que les stéréotypes et les stéréotypes et le stéréotype est l'image que nous avons des autres, un ensemble de croyances qui présente une image simplifiée des caractéristiques d'un groupe. Selon cette définition, les stéréotypes sont formés par nos perceptions et notre croyance sur des groupes de personnes, bien sûr offrant une vision simplifiée et souvent inexacte de leurs caractéristiques réelles. Ces images, bien sûr, venant du cerveau, ces images mentales se basent sur des généralisations qui ne tiennent pas compte de la diversité et de la complexité individuelle au sein d'un groupe. Par exemple, le fait de dire que les jeunes sont paresseux est un stéréotype qui ignore la variété des comportements et des attitudes parmi les jeunes. Les stéréotypes, donc, peuvent influencer négativement nos interactions et nos décisions concernant ou bien envers les autres, car ils nous empêchent de voir les personnes comme des individus uniques, avec leur propre histoire et avec leurs propres capacités. Donc, les stéréotypes ont plusieurs caractéristiques clés qui les rendent particulièrement influents et parfois problématiques dans les interactions sociales. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques caractéristiques de ces stéréotypes et en abordant bien sûr quelques exemples en détail. Donc, la généralisation. La généralisation est le processus par lequel les stéréotypes appliquent des croyances ou bien des attitudes à tous les membres d'un groupe, bien sûr sans tirer compte des différences individuelles qui peuvent exister au sein de ces groupes. Exemple, considérons par exemple le stéréotype selon lequel tous les Français adorent le vin. Cette généralité, bien sûr, ignore le fait que, bien que la France soit célèbre par sa culture du vin, mais tous les Français n'apprécient pas nécessairement le vin. Certains peuvent ne pas boire d'alcool du tout pour des raisons, bien sûr, soit sanitaires, soit religieuses ou simplement par préférence personnelle. Deuxièmement, la transmission culturelle. Les stéréotypes sont souvent transmis de génération en génération ou à travers les médias, l'éducation ou bien d'autres canaux sociaux, ce qui renforce bien sûr leur présence et leur acceptation dans la société en question. Par exemple, les films et les émissions de télévision, euh, bien sûr, diffusent souvent, ou bien montrent souvent les scientifiques comme des hommes blancs excentriques portant des blouses de laboratoire. Cette représentation, bien sûr, peut contribuer à la transmission culturelle d'un stéréotype, ce qui peut être un scientifique, bien sûr influençant potentiellement les aspirations professionnelles des jeunes filles ou bien des jeunes enfants qui vont eux aussi devenir des scientifiques au futur. La rigidité. La rigidité des stéréotypes me réfère à leur résistance, bien sûr, au changement. Même en présence des preuves contraires, les gens peuvent s'accrocher à des stéréotypes parce qu'ils fournissent une façon simplifiée de comprendre le monde, même si cela signifie ignore des informations nouvelles ou contradictoires. Exemple. Par exemple, si quelqu'un croit fermement au stéréotype que
les personnes âgées sont mauvaises avec la technologie. Ils peuvent continuer à croire cela, bien sûr, même après avoir rencontré plusieurs contre-exemples de personnes âgées qui utilisent de manière très performante, par exemple des smartphones, des ordinateurs ou bien d'autres technologies modernes. Donc, ces caractéristiques montrent comment les stéréotypes peuvent influencer la perception des individus et des groupes de manière large et souvent inexacte, renforçant bien sûr des idées préconçues et résistant au changement même en face des preuves contraires. Les stéréotypes peuvent avoir un impact profond sur les individus de plusieurs manières, notamment à travers l'autostigmatisation, la discrimination interpersonnelle et la pression sociale. Dans ce que suit, nous allons voir quelques exemples de chaque concept. Premièrement, l'autostigmatisation. L'autostigmatisation se produit lorsque les individus internalisent les stéréotypes négatifs associés à leur propre groupe, ce qui peut affecter bien sûr leur estime de soi et leur comportement. Par exemple, un étudiant qui appartient à un groupe ethnique stéréotypé comme étant moins performant académiquement peut bien sûr commencer à croire en ces stéréotypes et douter bien sûr de ses propres capacités interculturelles. Bien sûr, cette croyance peut le conduire à ne pas participer de manière active en classe ou bien à ne pas postuler par exemple à des programmes d'études avancées, chose qui peut bien sûr limiter ses opportunités éducatives et ses opportunités professionnelles par la suite. Discrimination interpersonnelle. La discrimination interpersonnelle fait référence aux préjudices et aux comportements négatifs dirigés vers des individus sur la base de stéréotypes associés à leur groupe. Par exemple, une femme travaillant dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes, par exemple, comme l'ingénierie, peut faire face à des doutes concernant sa compétence de la part de ses collègues masculins. Ces attitudes, bien sûr, peuvent se traduire par moins d'opportunités de travail sur des projets importants ou bien de recevoir des promotions. Bien sûr, cela peut impacter sa carrière malgré qu'elle a des qualifications et des performances réelles. Troisièmement, pour la pression sociale se manifeste lorsque les individus se sont obligés de se conformer aux normes et aux attentes stéréotypées de leur groupe social, ce qui peut bien sûr limiter leur expression personnelle et leur choix de vie. Par exemple, dans de nombreuses cultures, il existe une forte pression sociale, comme le cas par exemple chez nous, pour suivre un parcours académique et professionnel traditionnel. Par exemple, comme le cas des nouveaux bacheliers, leurs parents les obligent souvent à suivre, surtout pour les gens qui ont le bac avec mention, leurs parents toujours les obligent de suivre des études médicales, bien sûr. Donc, sur le prétexte que l'obtention d'un tel diplôme universitaire favorise, bien sûr, par la suite et augmente leurs chances de trouver un emploi stable dans le domaine, bien sûr, médical, qui est un domaine respecté ici en Algérie. Bien sûr, les individus qui choisissent de chemins non conventionnels, comme par exemple l'entrepreneuriat, les arts ou bien les métiers, ou bien d'autres métiers, peuvent souvent faire face à des critiques
aussi à des jugements de la part de leur famille, de leurs amis ou bien de la société en général. Donc, cette pression sociale peut amener ces étudiants, bien sûr, à sacrifier leur véritable passion si ils ont bien sûr des passions envers d'autres spécialités et d'autres intérêts. Donc, une chose bien sûr qui peut sacrifier leur véritable passion et intérêt pour suivre une voie qui correspond aux attentes sociales, même si cela ne leur apporte pas nécessairement satisfaction ou bien épanouissement. On enchaîne avec les préjugés et on prend cette définition des préjugés. Donc, les préjugés sont des attitudes comportant une dimension évaluative à l'égard d'un groupe social donné. Donc, les préjugés sont des opinions préconçues ou des jugements formés sans connaissance ou bien sans fondement scientifique, sans fondement réel, sans raison ou bien sans expérience adéquate. Ils peuvent bien sûr concerner des personnes ou bien des groupes et souvent ces préjugés sont négatifs. Les préjugés comportent bien sûr une dimension évaluative, c'est-à-dire qu'ils impliquent une évaluation. Et souvent, cette évaluation sera injuste à l'égard d'un groupe social ou bien à l'égard des individus parce qu'ils appartiennent à ce groupe. Donc, dans ce que suit, nous allons essayer de voir quelques exemples sur les préjugés, basés premièrement sur la race, le genre, l'âge, ou bien sur la tranche sociale. Donc, pour les préjugés basés sur la race. Donc, supposons par exemple quelqu'un ou bien une personne de couleur noire par exemple, elle est toujours préjugée qu'elle est moins capable dans son travail en raison de sa race. Donc, c'est une évaluation négative basée uniquement sur la race de la personne, sans tenir compte, bien sûr, de ses compétences ou bien ses expériences réelles ou bien de ses potentialités qui peuvent, bien sûr, changer d'une personne à une autre. Des préjugés basés sur le genre. Bien sûr, croire que les femmes sont émotionnellement plus faibles que les hommes et donc moins aptes à prendre des décisions importantes. Donc, cet exemple montre bien sûr comment une évaluation basée sur le genre peut influencer négativement la perception envers les personnes ou bien envers la capacité de ces personnes. Des préjugés basés sur l'âge. Pensez par exemple que les jeunes sont paresseux ou bien irresponsables, ou bien que les personnes âgées ne sont pas capables de s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, ces évaluations sont basées sur l'âge et ne tiennent pas compte de la diversité individuelle et la variabilité des capacités entre les individus, chose bien sûr qui peut apporter un jugement négatif envers ces personnes. Donc, les préjugés basés sur la tranche économique, supposons par exemple une personne issue d'un milieu défavorable a bien sûr moins de valeur ou bien elle est moins intelligent. Cela, bien sûr, montre comment les préjugés peuvent être basés sur des situations économiques ou bien socio-économiques. On participe à une évaluation négative à l'égard des personnes, bien sûr, sans considérer leur potentiel individuel. Donc, chacun ou bien chaque exemple à partir des exemples que nous avons évoqués, montre comment les préjugés évaluent injustement des groupes de personnes et basés sur justement leurs caractéristiques superficielles ou sur leur catégorie sociale, sans prendre en compte bien sûr leur qualité ou bien leurs compétences individuelles qui peuvent varier d'une personne à une autre. Donc,
il faut faire attention que ces préjugés, ces évaluations peuvent mener bien sûr à la discrimination. Donc, c'est pourquoi il est important donc de reconnaître ces jugements ou bien ces préjugés, préjugements, les reconnaître et travailler là-dessus pour essayer de les surmonter. Les différents types de préjugés, nous avons déjà évoqué ça, des préjugés basés sur la race, donc, ces les préjugés raciaux sont des attitudes négatives envers une personne en raison de sa race ou bien de son origine ethnique. Des préjugés de genre, le genre se manifeste par des idées préconçues sur le rôle et les capacités des individus en fonction de leur genre, par exemple entre une femme et un homme. Donc, les préjugés socio-économiques, les préjugés socio-économiques se reflètent bien sûr au jugement porté sur les individus en fonction de leur statut financier ou bien en fonction de leur statut classe sociale. Donc, on enchaîne avec l'impact des préjugés. Dans ce que suit, nous allons essayer de voir quelques impacts des préjugés. Premièrement, la discrimination, la division sociale et l'impact psychologique. Donc, on commence par la discrimination. La discrimination fait référence au traitement injuste ou bien préjudiciable des individus ou de groupes sur la base des caractéristiques bien déterminées telles que la race, le genre, l'âge ou bien la classe sociale. Si on prend un exemple, par exemple le cas d'un employeur qui refuse à embaucher une personne qualifiée parce que uniquement en raison qu'il appartient à une race ou bien parce qu'il est noir ou bien parce qu'il est fait partie d'un groupe ou un autre. Cela, bien sûr, constitue une discrimination raciale. Cette discrimination peut prendre plusieurs formes et peut se manifester dans divers aspects de la vie quotidienne, y compris par exemple l'éducation, dans le domaine de l'allocation des logements, dans l'accès, mais aussi peut freiner l'accès aux services publics et d'autres. Donc, pour la division sociale, elle se reflète à la manière dont les sociétés sont stratifiées ou sont divisées en groupes. Bien sûr, mais cette division elle est basée sur des critères comme la classe sociale, l'ethnie, le genre, l'âge, etc. Il y en a bien sûr plein des critères sur lesquels la société peut se diviser. Donc, ces divisions peuvent conduire à l'inégalité ou bien elles peuvent mener à l'exclusion de certains groupes. Par exemple, la division sociale peut être observée dans le cas de des ségrégations résidentielles où les personnes de différentes classes sociales vivent dans des quartiers séparés, par exemple le cas des bidonvilles, souvent avec un accès inégal aux ressources comme l'éducation de qualité, le soin de qualité, etc. L'impact, bien sûr, psychologique, des préjugés, mais aussi la discrimination peut être aussi menée, bien sûr, à un impact psychologique remarquable. Les individus, bien sûr, qui ont souffert ou qui sont victimes, peuvent éprouver du stress, une faiblesse, par exemple, une faiblesse d'estime de soi, de l'anxiété, de la dépression. Prenons par exemple le cas des personnes qui font l'expérience de la discrimination au travail, qui peuvent se sentir isolées, moins satisfaites de leur emploi et peuvent même souffrir des problèmes de santé mentale à long terme. Donc, l'impact psychologique peut également affecter soit les groupes, soit les individus séparés et même à des sentiments d'impuissance et bien sûr influencer le santé mental des gens qui ont subi. Donc, il faut signaler à la fin que
tous ces concepts sont interconnectés. Les préjugés peuvent mener à la discrimination, à son tour, qui peut renforcer les divisions sociales et produire par conséquence des effets psychologiques négatifs tant sur les individus que sur les groupes. Donc, il faut reconnaître et comprendre tout ce processus et la dynamique de ce processus pour, bien sûr, pouvoir participer ou bien créer l'égalité ou créer le bien-être dans la société. Enchaînant avec les effets des préjugés, nous allons explorer dans ce qui suit l'effet des préjugés à travers trois aspects, celle de l'exclusion, l'intolérance et la violence. Donc, pour l'exclusion, les préjugés peuvent conduire à l'exclusion soit sociale, soit l'exclusion économique ou politique de groupes spécifiques. Cela, bien sûr, signifie que les personnes ou les groupes ciblés sont tenus à l'écart de certaines opportunités ou bien sont tenus à l'écart de certaines ressources ou de certains droits. Par exemple, le cas dans le domaine professionnel, un groupe peut être exclu des opportunités d'emploi en raison, par exemple, de son origine ethnique, de son genre, de son âge. Sur le plan social, bien sûr, l'exclusion peut se manifester soit par l'isolement, soit par le rejet individuel à cause de leur identité, par exemple, à cause de leur genre. L'exclusion aussi renforce la marginalisation et l'inégalité et empêche les personnes touchées de participer pleinement à la société. L'intolérance. L'intolérance, bien sûr, découle d'une incapacité ou d'un refus de reconnaître et de respecter les différences parmi les personnes. Elle se manifeste bien sûr souvent par un manque de respect et une hostilité envers ceux qui sont perçus comme différents. Par exemple, l'intolérance religieuse, bien sûr, peut conduire au refus de permettre aux individus de pratiquer librement leur religion ou bien leur foi et cette escalade peut mener à une attaque verbale contre ceux qui adhèrent à une religion différente. Donc, l'intolérance peut également se voir dans des environnements, bien sûr, scolaires, où les élèves sont harcelés pour leur appartenance, par exemple, ethnique ou pour leur statut socio-économique. Cette intolérance crée un climat de peur et de méfiance, ce qui nuit à la cohésion sociale par la suite. La violence. Les préjugés peuvent escalader en violence soit physique ou soit psychologique contre des individus ou contre des groupes. Cette violence, bien sûr, peut être motivée par la haine et l'hostilité envers certaines caractéristiques. Par exemple, comme la race, l'ethnie, le genre. Donc, un exemple tragique des préjugés qui mènent à la violence, c'est les crimes de haine, où des individus sont agressés ou même tués en raison de leur identité. La violence, donc, peut aussi être institutionnelle, comme dans le cas de pratiques policières abusives, ciblées spécifiquement de groupes minoritaires. La violence, bien sûr basée sur les préjugés, détruit des vies, sème la peur dans la communauté et érode ou bien dégrade les fondements de respect et de la dignité humaine. Donc, chacun de ces effets montre comment les préjugés ne sont pas seulement des idées nuisibles, mais ils ont des conséquences réelles et profondément négatives sur l'individu et sur la société. Donc, on est obligé de connaître et combattre les préjugés
ce qui nécessite une prise de conscience continue et une éducation à la diversité et à l'inclusion, donc, et un engagement envers la justice sociale. Les stéréotypes et les préjugés sont deux phénomènes étroitement liés et jouent un rôle clé dans la manière dont nous percevons et interagissons avec les autres. Dans ce qui suit, nous allons essayer de distinguer le lien entre les stéréotypes et les préjugés en se basant sur trois éléments, sont les origines, les renforcements de ces deux phénomènes et l'effet cumulatif. Pour l'origine, les stéréotypes ils proviennent souvent de généralisations simplistes sur un groupe de personnes. Par exemple, l'idée que tous les Français aiment le vin est un stéréotype qui peut naître d'observations, bien sûr, de nos observations limitées ou bien de représentations culturelles qui viennent de notre entourage. Pour l'origine des préjugés, il découle des attitudes ou bien de sentiments souvent négatifs envers un groupe, basés généralement sur des stéréotypes. Par exemple, si quelqu'un croit aux stéréotypes mentionnés précédemment, ils peuvent développer un préjugé en pensant que tous les Français sont tous des buveurs excessifs. Le renforcement, les stéréotypes sont renforcés par une exposition répétée à des idées similaires, comme par exemple le cas de médias qui montrent fréquemment des Français buvent par exemple du vin dans des films ou dans des publicités. Cela, bien sûr, peut mener à le renforcement de ces stéréotypes. Le cas renforcement des préjugés. Les préjugés sont renforcés par nos expériences personnelles ou bien par des informations reçues des personnes de confiance. Si par exemple une personne a une mauvaise expérience avec un Français qui boit, cela bien sûr peut renforcer son préjugé contre tous les Français. L'effet cumulatif. Donc les stéréotypes avec le temps se construisent, formant une image très simplifiée et souvent inexacte d'un groupe. Cela peut affecter la perception de chacun de ses membres indépendamment de leur individualité. L'effet cumulatif des préjugés. Les préjugés peuvent mener à la discrimination où les croyances négatives sont mises en action. Par exemple, un employeur peut hésiter à embaucher un Français en croyant qu'il sera moins fiable à cause de son présumé penchant pour l'alcool. Donc, imaginons une série télévisée populaire qui diffuse souvent des films ou bien des séries sur des personnages italiens et montre ces personnages comme étant des personnages très brillants et gestuels. Donc, ces stéréotypes peuvent mener les spectateurs à développer des préjugés croyant que tous les Italiens se comportent de cette manière. Si par exemple, si l'un de ces spectateurs rencontre un Italien réservé, ils peuvent être surpris ou bien sceptiques parce que leur expérience ne correspond pas aux stéréotypes renforcés par cette série télévisée. Donc, ce cycle de stéréotypes et de préjugés peut affecter non seulement la perception, mais aussi les interactions, menant bien sûr potentiellement à des situations de malentendu et de discrimination. Donc, les stéréotypes et les préjugés sont interconnectés, où les stéréotypes peuvent alimenter les préjugés, et ces derniers, une fois renforcés, peuvent mener à des actions discriminatoires. Leur origine, leur renforcement et leur effet cumulatif, bien sûr, jouent un rôle crucial dans la dynamique sociale et dans les relations interpersonnelles. Donc, faire la distinction entre stéréotypes et préjugés est important. Mais parfois, faire la distinction entre ces deux phénomènes ou bien ces deux concepts
ne sera pas assez facile. Dans ce qui suit, nous allons essayer d'élucider les principales différences entre ces deux concepts. Premièrement, les stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des croyances. Ce sont des croyances ou bien ce sont des généralisations. Ces croyances et ces généralisations portent sur les caractéristiques ou bien sur les comportements d'un groupe de personnes. Donc, ces idées ou bien ces stéréotypes peuvent être positifs comme peuvent être négatifs ou bien neutres. Par exemple, penser que tous les Britanniques sont polis est un stéréotype. Donc, le rôle des stéréotypes, c'est de simplifier notre compréhension du monde, mais ne sont pas toujours basés sur des fondements réels ou bien sur des fondements scientifiques. Par contre, les préjugés sont des attitudes ou bien des sentiments. Ce sont des attitudes ou bien des sentiments. Souvent, ces attitudes ou ces sentiments sont négatifs envers des personnes et basés bien sûr sur leur appartenance à un certain groupe. Donc, ce sont des attitudes ou bien des sentiments. Le plus souvent, ce sont négatifs et basés juste sur le fait qu'un individu appartienne à un groupe bien déterminé. Contrairement aux stéréotypes qui sont bien sûr sont des croyances, les préjugés impliquent une dimension affective ou bien émotionnelle. Par exemple, ne pas aimer quelqu'un uniquement parce qu'il est britannique est un préjugé. Donc, la principale différence réside dans le fait que les stéréotypes concernent les croyances, tandis que les préjugés impliquent des attitudes ou bien des sentiments. Les stéréotypes donc peuvent mener aux préjugés quand les croyances sur un groupe deviennent une base pour des sentiments négatifs ou bien pour des comportements discriminatoires envers le membre de ce groupe. Parlons-nous de la connotation des stéréotypes. Donc, les stéréotypes, le plus souvent, ont une connotation négative, mais ça n'empêche pas que parfois ces stéréotypes peuvent avoir des connotations favorables. Donc, comme nous avons abordé précédemment, les stéréotypes sont des croyances simplifiées et généralisées sur un groupe de personnes. Ils peuvent être basés sur des caractéristiques ou bien des traits tels que la race, le genre, la race, l'âge, la nationalité ou bien d'autres facteurs. Un exemple de stéréotype, c'est que, par exemple, tous les Français adorent le vin et le fromage. Donc, cette croyance simplifie et généralise les préférences d'un groupe de personnes sans tenir compte, bien sûr, de la diversité individuelles qui peuvent exister au sein de ce groupe. Aussi, les stéréotypes peuvent avoir des généralisations positives. Donc, est un type de stéréotype qui attribue des caractéristiques positives à un groupe de personnes. Par exemple, dire que les Canadiens sont très polis est une généralisation positive, bien que cela puisse sembler flatteur, et il est important de se rappeler que même les généralisations positives peuvent être problématiques. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent créer des attentes irréalistes et ne pas reconnaître la diversité au sein du groupe. Donc, les stéréotypes et les préjugés peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les gens sont perçus et traités. Ils peuvent conduire bien sûr à la discrimination et à l'exclusion, même si stéréotypes semblent positifs en surface. Donc, les stéréotypes et les préjugés peuvent participer de manière positive à la renforcement de l'identité culturelle. Donc, les stéréotypes peuvent parfois jouer un rôle positif en renforçant les sentiments d'appartenance à une culture ou bien à un groupe. Par exemple, il dit que les Italiens sont
des grands cuisiniers peut encourager les membres de la communauté italienne à cultiver et à prendre fierté dans leurs traditions culinaires, renforçant ainsi leur identité culturelle. Bien sûr, cela peut contribuer à la préservation de certaines traditions ou bien de savoir-faire culinaire chez les Italiens. Deuxièmement, aussi, les stéréotypes et les préjugés peuvent faciliter les interactions sociales. Donc, ces stéréotypes peuvent parfois simplifier la complexité du monde social en donnant aux gens des scripts ou bien des attentes sur la façon d'interagir avec les autres. Par exemple, si quelqu'un croit au stéréotype que les Britanniques sont polis, cela bien sûr pourrait l'encourager à adopter un comportement plus formel et plus respectueux lorsqu'il interagit avec des Britanniques, ce qui peut bien sûr faciliter l'interaction avec les Britanniques et la rendre une interaction harmonieuse. Aussi, les stéréotypes peuvent participer à la réduction de l'anxiété de l'inconnu. Donc, l'idée de cet impact positif est que les stéréotypes, en offrant une vision simplifiée et prévisible des membres d'un groupe, peuvent diminuer l'anxiété associée à l'interaction ou bien à la confrontation avec l'inconnu, c'est-à-dire quand les gens se trouvent face à des situations ou face à des cultures qu'ils ne connaissent pas, les stéréotypes peuvent leur fournir un cadre de référence qui réduit la peur de l'inconnu et leur permet de se sentir plus à l'aise. Par exemple, si quelqu'un croit au stéréotype que les Japonais sont respectueux et disciplinés, cette personne peut se sentir moins anxieuse et plus confiante lorsque d'une visite au Japon, car elle a l'impression de savoir à quoi s'attendre en termes de comportement social. Donc, cette perception peut diminuer la barrière de non-anxiété liée à l'exploration d'une nouvelle culture ou de démarrage de nouvelles interactions sociales. Donc, malgré l'effet bénéfique des stéréotypes et des préjugés, donc à court terme, mais ces stéréotypes et préjugés, elles peuvent mener à des malentendus ou à des interactions superficielles, car tous les individus ne correspondent pas aux stéréotypes de leur groupe culturel ou social. Bien sûr, il peut y avoir des changements interindividuels au sein d'un groupe, donc les gens ne sont pas pareils. Il est donc important de rester ouvert et curieux en cherchant à comprendre les individus dans toute leur complexité au lieu de se fier uniquement aux stéréotypes. Explorons maintenant les origines des stéréotypes et des préjugés. Premièrement, les origines cognitives des stéréotypes et des préjugés trouvent sa racine dans le fonctionnement de notre cerveau. Donc, dans notre esprit cherche souvent à simplifier l'information complexe pour la rendre plus gérable. Cela, bien sûr, nous aide à traiter rapidement les informations et à prendre des décisions sans devoir analyser en détail chaque nouvelle situation. Par exemple, si nous avons appris qu'un certain type de baie est toxique, le baie ou bien en anglais le raspberry est toxique, notre cerveau généralise cette information pour éviter toutes les baies similaires, ce qui est une forme de stéréotype cognitif. Donc, cependant, si on applique ça aux interactions sociales, ce mécanisme peut conduire à des généralisations erronées sur des groupes de personnes. Deuxièmement, l'origine sociale des stéréotypes et des préjugés est liée à la manière dont nous sommes influencés par notre environnement. Bien compris
notre famille, nos amis, les médias, la culture en général. Ces influences peuvent nous amener à adopter certaines croyances sur des groupes de personnes sans des fondements scientifiques ou bien sans qu'il y a une expérience directe avec ces gens. Par exemple, si les médias représentent fréquemment un groupe ethnique dans des rôles négatifs, cela peut contribuer à développer des stéréotypes négatifs envers ce groupe. Donc, l'impact socio-culturel des stéréotypes et des préjugés est profond et varié. Ils peuvent renforcer les inégalités existantes en justifiant bien sûr la discrimination ou bien l'exclusion de certains groupes. Par exemple, les stéréotypes sur les capacités intellectuelles ou bien sur les capacités physiques des gens ou bien des genres peuvent influencer l'accès à l'éducation ou bien à l'emploi, euh, perturbant ainsi les disparités de genre. D'un autre côté, la prise de conscience et la contestation des stéréotypes peuvent mener ou bien peuvent conduire à un changement social positif en encourageant une société plus inclusive et plus égalitaire. Donc, les stéréotypes et les préjugés ont des origines cognitives et sociales profondes et leur impact socioculturel est significatif, affectant non seulement la manière dont les groupes sont perçus et traités, mais aussi influençant les structures sociales et les opportunités disponibles pour différents groupes. Enchaînons donc avec des origines des stéréotypes et des préjugés. Nous allons maintenant aborder l'influence des groupes de référence sur ces stéréotypes et sur les préjugés. Donc, les groupes de référence tels que la famille, les amis, les communautés jouent un rôle crucial dans la formation des stéréotypes et des préjugés. Donc, ces groupes fournissent un cadre de référence pour interpréter ou bien pour juger les comportements des autres. Par exemple, si un groupe de référence véhicule l'idée que certaines compétences ou certaines caractéristiques sont spécifiques à un genre, par exemple féminin ou masculin, ou à une ethnie, les membres de ce groupe sont susceptibles d'adopter ce stéréotype. Ainsi, par exemple, un enfant élevé dans une famille qui valorise les préjugés de genre pourrait croire que certaines professions ne sont pas appropriées pour un genre spécifique. Donc, l'influence coloniale sur des stéréotypes et des préjugés. Donc, l'histoire coloniale a également aussi contribué à la création et à la propagation des stéréotypes et des préjugés. Durant la période coloniale, les puissances coloniales imposaient souvent leurs propres valeurs et leurs propres perceptions, chose qui a participé bien sûr à la dévalorisation des cultures des peuples colonisés. Par exemple, la classification de ces peuples colonisés en catégories inférieures a créé des stéréotypes durables qui durent dans le temps sur leur prétendue incapacité à se gouverner eux-mêmes ou bien par exemple sur leur infériorité intellectuelle. Donc, ces stéréotypes ont été utilisés par les colonisateurs pour justifier la dominance et l'exploitation coloniale. Donc, aussi, on voit le rôle des médias sur la propagation des stéréotypes et des préjugés. Donc, les médias aussi jouent un rôle significatif dans la diffusion des stéréotypes et des préjugés. Ils peuvent bien sûr renforcer ces stéréotypes existants ou bien ils peuvent participer à la création de nouveaux stéréotypes à travers la représentation sélective de certains groupes. Par exemple, la surreprésentation de minorités ethniques dans des rôles négatifs ou stéréotypés dans des films et des séries télévisées
peut renforcer les perceptions négatives à l'égard de ce groupe. De même, la sous-représentation de certains groupes peut donner l'impression qu'ils sont moins importants ou bien moins dignes d'attention. Donc, le rôle de la littérature. Donc, la littérature, il y a compris, par exemple, les livres, les articles, les essais, peut aussi également influencer la perception des groupes sociaux. Par exemple, les œuvres littéraires qui rabaissent certains peuples ou certaines cultures de manière stéréotypée ou baissée peuvent contribuer à renforcer ces perceptions parmi les lecteurs. Donc, par exemple, le cas de la littérature coloniale qui rabaisse les Africains comme, ou bien qui représente les Africains comme des peuples sauvages et des peuples aérés, a contribué à la propagation des stéréotypes racistes à l'égard de ces peuples africains. À l'inverse, aussi, la littérature peut aussi jouer un rôle positif en présentant des perspectives diverses et en remettant en question les stéréotypes existants. Donc, chacun de ces facteurs, bien sûr, contribue à la complexité des stéréotypes et des préjugés, soulignant l'importance ici de la prise en conscience et de l'éducation pour surmonter et dépasser ces stéréotypes et ces préjugés. Donc, voir aussi les origines psychologiques des stéréotypes. Ces origines sont de toute évidence complexes et multifactorielles, puisqu'il peut impliquer à la fois des processus cognitifs internes tels que la catégorisation et d'autres influences externes liées à l'environnement. Donc, pour le processus de catégorisation, c'est quoi la catégorisation? Donc, la catégorisation est un processus psychologique fondamental, naturel, par lequel les individus classent les informations, ou bien les objets, ou bien les personnes dans des groupes distincts, afin de simplifier la compréhension et la perception du monde. Donc, ce processus de catégorisation a pour objectif de faciliter le traitement de l'information par le cerveau. Donc, ce processus est automatique et aide à organiser les connaissances. Mais il peut également conduire à la formation des stéréotypes. Donc, ce processus de catégorisation, de généralisation, basé sur la manière dont le cerveau traite les informations, peut mener à des stéréotypes parce qu'il tente toujours à généraliser les informations afin de les catégoriser et afin de faciliter leur traitement. Donc, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, votre cerveau, de manière automatique, va chercher à le classer selon des catégories familiers par rapport au cerveau. Donc, telles que des catégories bien déterminées qui facilitent au cerveau l'accès à l'information, donc telles que l'âge, le genre, la race, la profession. Donc, cette classification rapide aide à anticiper des comportements ou bien des traits basés sur des généralisations. Donc, par exemple, voir une personne en blouse blanche dans un hôpital peut immédiatement amener à penser qu'elle est un médecin. Donc, en se basant sur des catégories et des stéréotypes associés à l'apparence et au contexte. Donc, voir maintenant l'impact de l'environnement sur l'émergence des stéréotypes au niveau psychologique. Donc, l'environnement dans lequel un individu grandit et évolue a aussi un impact significatif sur le développement des stéréotypes. Donc, cet environnement inclut bien sûr la famille, l'école, les médias, la culture en sens général. Les stéréotypes sont souvent appris et renforcés par les normes ou bien les croyances ou bien les valeurs véhiculées dans ce contexte ou bien véhiculées dans cet environnement.
Si on prend un exemple, par exemple, si vous grandissez dans une communauté où il y a peu de diversité ethnique et où des médias, par exemple, présentent fréquemment certaines ethnies dans des rôles négatifs ou limités, vous pourriez simplement ou bien facilement développer des stéréotypes négatifs à l'égard de ce groupe. Donc, de même, par exemple, l'éducation et l'interaction sociale peuvent renforcer aussi et ou bien contester ces stéréotypes. Donc, un environnement qui encourage la curiosité et l'exposition à une diversité de perceptions et à la pensée critique peut aider à atténuer ces stéréotypes. Donc, ce processus psychologique et environnemental se chevauchent pour former et renforcer les stéréotypes. Donc, la catégorisation aide les individus à naviguer dans un monde complexe, mais peut aussi conduire à des généralisations inexactes sur un groupe bien déterminé. Et l'environnement joue un rôle clé dans la mesure où il peut soit renforcer ces généralisations par des exemples et des informations, soit aide à les décortiquer en offrant bien sûr des contre-exemples et en promouvant la diversité et favorisant l'inclusion. Pour l'apprentissage et l'évolution des stéréotypes et des préjugés, donc, ce sont des processus complexes et influencés par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, il y en a des facteurs individuels et d'autres facteurs sociétaux. Donc, la prise de conscience de ces stéréotypes était une étape clé dans l'apprentissage des stéréotypes et des préjugés. Cela, bien sûr, commence souvent dès l'enfance à travers, par exemple, l'observation et l'imitation des attitudes et des comportements des personnes qui entourent les individus exposés à ces stéréotypes, comme par exemple les parents, les enseignants, les pères. Donc, cette prise de conscience peut également être influencée par aussi d'autres facteurs externes tels que les médias et les représentations culturelles en général. Donc, par exemple, un enfant peut, dès son enfance, peut commencer à percevoir des stéréotypes de genre en observant, par exemple, les types de jouets considérés comme appropriés pour les garçons ou bien pour les filles, dans sa famille, bien sûr, ou à l'école. Si les garçons jouent avec des voitures et les filles avec des poupées, l'enfant apprend de manière systématique à associer ces jouets à un genre spécifique, renforçant ainsi les stéréotypes qui ont un intérêt ou bien qui sont naturellement liés au genre. Donc, aussi l'environnement dans lequel une personne évolue joue un rôle aussi crucial dans l'apprentissage et le renforcement de ces stéréotypes et de ces préjugés. Cela, bien sûr, inclut non seulement l'environnement familial ou bien l'éducation, mais aussi et les influences culturelles les plus larges, telles que, par exemple, les médias, la législation, les pratiques sociales, etc. Par exemple, si une personne grandit dans une société où les médias présentent souvent des représentations stéréotypées de certaines communautés, par exemple, les médias présentent certaines communautés comme des communautés minoritaires ou bien des ethnies, peuvent aussi représenter des ethnies dont, par exemple, des rôles criminels. Cela, bien sûr, peut renforcer les préjugés et les perceptions négatives à l'égard de ces groupes. De même, si par exemple l'environnement social valorise la diversité et favorise aussi l'égalité, cela peut contribuer à remettre en question et à modifier les stéréotypes et les préjugés existants. Donc, il faut signaler que les stéréotypes et les préjugés ne sont pas
statiques et ne sont pas fixes ou bien figés. Ils peuvent bien sûr évoluer à travers le temps en répondant bien sûr à des contraintes externes ou bien en exposant l'individu à de nouvelles expériences et de nouveaux contextes sociaux. Donc, cette évolution peut être influencée aussi par l'éducation, les interactions interpersonnelles, les expositions à des contre-stéréotypes. Par exemple, une personne peut avoir appris des stéréotypes négatifs sur un groupe ethnique particulier, mais à travers l'éducation et à travers des interactions personnelles avec les membres de ce groupe, elle peut commencer à remettre en question et à changer ses perceptions à l'égard de ce groupe. Aussi, les campagnes de sensibilisation aussi jouent un rôle dans la limitation ou bien l'atténuation de ces stéréotypes et de ces préjugés. Aussi, des initiatives éducatives qui présentent ou que présentent des contre-stéréotypes, par exemple des histoires de succès des personnes issues de groupes stéréotypés, peuvent également aider les gens à modifier leur perception ou bien leur attitude à l'égard des groupes stéréotypés. Donc, la dynamique de l'apprentissage et de l'évolution des stéréotypes souligne bien sûr l'importance de la prise en conscience, la prise de conscience de l'éducation et de l'exposition à la diversité et l'importance des expériences personnelles pour remettre en question et modifier nos propres stéréotypes et nos propres préjugés. Bien sûr, cela implique un effort continu pour reconnaître et combattre ces stéréotypes et ces préjugés, soit au niveau individuel, soit aussi au niveau collectif. Un élément très important, c'est de savoir comment, bien sûr, traiter et surmonter les stéréotypes et les préjugés. Dans ce que suit, nous allons essayer de répondre à la question: peut-on lutter contre ces deux phénomènes culturels? Donc, la réponse de toute évidence doit être oui. Pourquoi pas? Pour ne pas y avoir des stéréotypes et des préjugés fixes qui sont bien sûr souvent liés ou peuvent mener à l'idée de discrimination. Donc, pour lutter ces stéréotypes et ces préjugés, il faut sans cesse multiplier bien sûr les contacts, les rencontres et prendre conscience de l'existence de ces stéréotypes et des préjugés pour avoir la capacité de les surmonter. Donc, combattre les stéréotypes et les préjugés est un processus important, bien sûr, pour créer une société inclusive et équitable. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques stratégies qui peuvent aider à combattre ces stéréotypes et ces préjugés. Donc, parmi ces stratégies, on peut évoquer l'éducation. Donc, le rôle de l'éducation comme un outil puissant pour combattre les stéréotypes et les préjugés. Bien sûr, en intégrant dans les programmes d'éducation et créer des programmes d'éducation inclusifs qui mettent en avant la diversité et l'égalité. On peut, par exemple, enseigner aux enfants et aux adultes l'importance de respecter et de accepter les différences. Donc, par exemple, les programmes scolaires qui incluent des études sur les différences culturelles, sur les différences historiques, qui mettent en exergue les contributions des classes minoritaires, peuvent aider à réduire les stéréotypes en montrant bien sûr la valeur et la richesse de chaque groupe. De plus, l'éducation aux médias peut enseigner aux élèves à connaître et à critiquer les stéréotypes qui peuvent être présentés ou bien qui peuvent être passés dans les médias ou bien dans les publicités. Donc, une deuxième stratégie, c'est le dialogue ouvert. Donc, encourager le dialogue ouvert et les échanges entre personnes venant de différents milieux peut réduire les malentendus et les peurs qui alimentent bien sûr les stéréotypes et les préjugés. Donc, par exemple, des groupes de discussion, les ateliers, les programmes d'échange
permet aux participants, bien sûr, de partager leur expérience et leur perception et favorise bien sûr la compréhension mutuelle. Cela, bien sûr, peut être particulièrement efficace dans, par exemple, des environnements de travail, des environnements professionnels ou bien dans des milieux scolaires où les gens peuvent bien sûr apprendre les unes des autres sur la base, bien sûr, sur des bases régulières et sur des bases bien, bien situées. Donc, une troisième stratégie, c'est la diversité culturelle. Donc, promouvoir et célébrer la diversité culturelle dans tous ces aspects dans la société peut aider bien sûr à combattre les stéréotypes et les préjugés. Bien sûr, cela inclut la représentation des minorités dans les médias, dans la politique, dans l'éducation ou bien dans le monde des affaires. Par exemple, des festivals culturels, des musées, des programmes d'art qui mettent en avant la diversité culturelle peuvent bien sûr éduquer le public à créer des espaces d'appréciation mutuelle, de compréhension mutuelle. Bien sûr, par exemple aussi dans les entreprises, euh, mettre des politiques de respect de la diversité et des politiques qui favorisent bien sûr l'inclusion peuvent encourager une plus grande, bien sûr, peut encourager les gens à participer de manière positive dans les échanges et offrir bien sûr des opportunités pour tous les individus. Donc, par exemple aussi, une quatrième stratégie, c'est la loi et la justice. Donc, la législation, les législations et les politiques publiques peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, bien sûr en protégeant les droits de chacun et en promouvant bien sûr l'égalité, en favorisant l'égalité. Donc les lois, par exemple, contre la discrimination garantissent bien sûr que tous les citoyens ont les mêmes droits et ont les mêmes opportunités, indépendamment bien sûr de leur race, de leur sexe, de leur âge, par exemple, ou bien par rapport à d'autres caractéristiques. Donc, l'application de ces lois et la sensibilisation à leur implication, bien sûr, peuvent aider, bien sûr, à réduire les comportements discriminatoires et promouvoir une culture qui favorise le respect et l'égalité. Donc, toutes ces stratégies montrent que la lutte contre les stéréotypes et les préjugés nécessite un effort collectif et une action continue, bien sûr, en combinant entre plusieurs facteurs tels que l'éducation, le dialogue, la célébration de la diversité, le soutien juridique. Donc, tous ces facteurs peuvent mener à construire une société plus juste et plus inclusive. Donc, pour surmonter les stéréotypes et les préjugés, souvent, trois méthodes sont recommandées. La multiplication des contacts, la décatégorisation et la recatégorisation. Enchaînons donc avec la multiplication des contacts. Donc, en gros, ça signifie que plus vous passez du temps avec des gens qui sont différents de vous, moins vous aurez des préjugés et des stéréotypes envers eux. Donc, il est important que ce moment partagé doit être positif et que tout le monde ait un but à travers cette communication. Donc, par exemple, imaginons une entreprise avec des employés de diverses nationalités. Donc, l'organisation pourrait encourager la collaboration en créant des équipes mixtes pour travailler sur des projets communs. Donc, cette proximité permettrait aux employés de se connaître personnellement, chose qui peut réduire, bien sûr, les stéréotypes et favoriser l'appréciation des différences. Donc, deuxièmement, la décatégorisation. La décatégorisation consiste à réduire l'importance des catégories sociales dans la perception des individus. Bien sûr, en se concentrant sur les personnes en tant qu'individus plutôt qu'un membre d'un groupe. On peut
ainsi réduire les préjugés et les stéréotypes. Par exemple, dans un contexte scolaire, plutôt que de regrouper par exemple les élèves par niveau de compétence ou bien par leur origine, un enseignant pourrait choisir de les aborder et de les encourager sur la base de leur intérêt personnel par exemple ou sur la base de leur talent uniquement, bien sûr, euh, chose qui les aide à voir et à voir leurs camarades comme des individus uniques plutôt comme des représentants d'un groupe. Donc la recatégorisation, donc cette méthode propose de créer un sentiment d'appartenance à un groupe plus large qui inclut tout le monde au lieu, bien sûr, de petits groupes séparés. Cela aide les gens, bien sûr, à se concentrer sur ce qu'ils ont en commun plutôt que sur leurs différences. Par exemple, imaginons une entreprise où il y a beaucoup de petites boîtes qui ne s'entendent pas toujours bien. Et si l'entreprise commence à se concentrer sur le fait que tout le monde contribue à la réalisation d'un projet global, les employés pourraient commencer à se voir comme faisant partie de la même équipe, réduisant ainsi les conflits et les malentendus. Donc, toutes ces méthodes nous encouragent bien sûr à voir au-delà des étiquettes et à chercher ce qui nous unit et à travers bien sûr et à travailler ensemble pour réaliser des objectifs communs. Cela, bien sûr, peut grandement aider à réduire les préjugés et les stéréotypes et créer des environnements plus accueillants et plus inclusifs. Donc, l'éducation aussi peut jouer un rôle très important pour la lutte contre les stéréotypes et les préjugés en offrant bien sûr des outils et des connaissances pour comprendre et apprécier la diversité culturelle et la diversité individuelle. Donc, parmi les types de l'éducation, on peut citer l'éducation formelle. Donc, l'éducation formelle se réfère à l'apprentissage dans les établissements scolaires où les programmes d'études peuvent bien sûr intégrer des leçons sur la diversité, l'égalité et l'inclusion. Par exemple, dans l'école, l'introduction des livres et des matériaux didactiques qui présentent une variété de cultures, d'histoires, des perspectives peut aider bien sûr les élèves à comprendre et à respecter les diversités dès leur enfance. Par exemple, un programme d'histoire qui couvre les contributions de différentes cultures à la société peut bien sûr élargir la compréhension des élèves et réduire leurs propres préjugés et leurs propres stéréotypes. Donc, euh, euh, en abordant un autre type d'éducation, c'est l'apprentissage interculturel. Donc, cela implique des activités et des programmes spécifiquement conçus pour encourager la compréhension et l'appréciation des différentes cultures et des différentes perspectives. Par exemple, les échanges des étudiants ou des projets de classe internationaux permettent aux élèves de se plonger dans une autre culture, de travailler avec des personnes de différents pays et de développer une compréhension plus profonde et plus personnelle des autres cultures, bien sûr, ce qui peut participer à démanteler les préjugés et les stéréotypes existants. Aussi, la formation aux compétences interculturelles et à la sensibilité peut être offerte dans des contextes non scolaires tels que les lieux de travail ou bien les organisations communautaires, chose qui peut aider les gens bien sûr à naviguer et à apprécier efficacement la diversité. Par exemple, des ateliers sur la diversité, sur l'inclusion dans des entreprises peuvent équiper les employés avec les outils pour reconnaître ces différences et leurs propres préjugés et améliorer ainsi le climat de travail et favoriser un environnement plus inclusif pour tous les travailleurs.
Donc, pour les ressources sont disponibles. Les ressources, c'est la disponibilité des matériaux, par exemple éducatifs, des médias, des programmes qui soutiennent l'apprentissage continu sur la diversité, sur l'égalité, sur l'inclusion, en dehors des cadres formels de l'éducation. Par exemple, les bibliothèques, l'Internet, bien sûr, l'Internet qui offre un accès à un large gamme de ressources comme des livres, comme les documents, ou bien comme des cours en ligne sur des sujets liés à la diversité, sur des sujets liés à l'inclusion. Donc, toutes ces ressources permettent aux individus de poursuivre leur éducation sur ce sujet à leur propre rythme et contribuent ainsi à élargir leurs perspectives et à réduire les stéréotypes existants chez lui. Donc, si on résume, c'est que l'éducation, sous toutes ses formes, est cruciale pour combattre les stéréotypes et les préjugés. Elle fournit les connaissances nécessaires pour comprendre la complexité, pour comprendre la diversité humaine et favorise bien sûr favorise bien sûr des compétences pour interagir respectueusement avec les autres et inspire un engagement envers l'égalité et l'inclusion dans tous les aspects de la société. Le dialogue interculturel aussi joue un rôle crucial dans l'évolution des relations entre les différentes cultures et ainsi dans l'atténuation des préjugés. Par le biais du dialogue ouvert, les individus peuvent partager leurs expériences, leurs valeurs et leurs perspectives, ce qui favorise bien sûr une meilleure compréhension mutuelle. Cette compréhension peut réduire bien sûr les malentendus, les stéréotypes, car les gens apprennent à voir au-delà des idées préconçues qu'il pourrait y avoir les unes sur les autres. Par exemple, imaginons un programme d'échange, par exemple, entre des écoles de pays différents comme la France et l'Algérie. À travers, par exemple, des discussions ouvertes et des activités partagées, les élèves apprennent sur les traditions, la langue et les valeurs de l'autre. Ce type de dialogue ouvert permet aussi aux élèves de déconstruire ses propres stéréotypes qu'ils peuvent y avoir, comme les idées fausses que tous les Algériens vivent de la même manière ou bien que tous les Français partagent par exemple les mêmes opinions politiques. Aussi, le dialogue interculturel conduit à des évolutions significatives dans les stéréotypes, favorisant bien sûr l'enrichissement mutuel et la reconnaissance des similitudes culturelles. Par exemple, considérons des entreprises, par exemple, multinationales avec des équipes composées de membres de diverses nationalités. Des ateliers de dialogue interculturel peuvent être organisés au sein de l'entreprise pour faciliter la compréhension mutuelle entre les membres de cette entreprise. Bien sûr, en apprenant les unes des autres, les collègues peuvent dépasser des stéréotypes, par exemple, comme les idées qu'un collègue d'un certain pays est naturellement plus apte à prendre des décisions ou il est plus créatif que les autres. Bien sûr, cela renforce l'esprit d'équipe et l'esprit de collaboration. Aussi, les échanges interculturels contribuent à l'atténuation des préjugés en mettant l'accent sur la compréhension et sur l'empathie entre les différents groupes culturels. Par exemple, dans les communautés avec une forte pourcentage d'immigration, des programmes de dialogue interculturel peuvent être mis en place pour rassembler les immigrants et les résidents de longue date. Par exemple, organiser des dîners communautaires où chacun apporte un plat de son pays d'origine. Ce genre d'événement permet bien sûr de favoriser des échanges sur les histoires personnelles et sur les cultures des individus, chose qui peut aider bien sûr
à atténuer les préjugés comme les idées que, par exemple, les nouveaux arrivants ne veulent pas s'intégrer ou bien qu'ils sont radicalement différents. Donc, tous ces points montrent comment le dialogue interculturel peut jouer un rôle transformateur en brisant bien sûr les stéréotypes et favorisant une meilleure compréhension et meilleur respect mutuel entre les différentes cultures. Enchaînons maintenant avec le rôle de la diversité culturelle dans la lutte contre les stéréotypes. Donc, la diversité culturelle peut aussi jouer un rôle crucial dans la lutte contre les stéréotypes et les préjugés à travers trois axes principaux. Premièrement, elle enrichit nos expériences et notre compréhension du monde en montrant bien sûr la richesse et la complexité des différentes cultures, ce qui bien sûr peut participer à dépasser chose qui peut aider à dépasser bien sûr les idées préconçues et les stéréotypes. Prenons par exemple le cas du monde des arts où la diversité culturelle apporte une richesse de perspectives et des expériences qui enrichit bien sûr notre expérience collective. Donc, par exemple, le cas du Festival mondial qui bien sûr présente des artistes venant de différents continents et où la présence de la diversité et de diverses traditions musicales et instruments sur une même scène permet au public de découvrir la complexité et la beauté des cultures qui leur étaient auparavant inconnues, chose qui peut bien sûr contribuer à démanteler les stéréotypes sur ce que signifie la musique, par exemple, traditionnelle et la musique moderne. Donc, aussi, la diversité culturelle participe à la création de réalités partagées comme, par exemple, travailler sur des projets communs ou participer à des activités de groupe. Les gens de différents horizons découvrent leurs similitudes et choses qui, bien sûr, favorisent l'empathie et le respect mutuel. Par exemple, les projets de volontariat international où des personnes de différents pays travaillent ensemble sur des initiatives de développement local montrent comment la diversité culturelle peut créer une réalité partagée, bien sûr en travaillant côte à côte pour atteindre un objectif commun comme la construction par exemple d'une école, d'une communauté rurale. Les volontaires découvrent les points communs humains et bien sûr entre eux, chose qui peut bien sûr élucider les différences culturelles. Donc, cette expérience partagée peut remettre en question les stéréotypes et montrant que malgré les différences, il est possible de réunir autour des valeurs et des objectifs communs. Aussi, la diversité culturelle donc participe à, ou bien la diversité culturelle aussi contribue à l'évolution des mentalités en encourageant les individus à remettre en question et à changer leur perception ou leurs attitudes envers les stéréotypes, menant à une, bien sûr, chose qui peut mener à une appréciation plus nuancée de la diversité culturelle. Donc, par exemple, le cas des universités qui accueillent un corps d'étudiants international, ces universités offrent un cadre propice à l'évolution des mentalités où les étudiants venant de différents horizons culturels partagent par exemple des salles de classe, des salles de résidence, des espaces sociaux, ce qui les expose à une variété de perspectives. Donc, les discussions qui peuvent être menées en classe, par exemple, qui intègrent des points de vue divers sur des sujets comme l'histoire, comme la politique, l'économie, peuvent bien sûr remettre en question les idées préconçues et encouragent les étudiants à penser de manière plus nuancée et moins stéréotypée sur le monde. Donc, tous ces exemples illustrent comment la diversité culturelle, en offrant des opportunités d'engagement et d'apprentissage mutuel, joue un rôle essentiel dans la déconstruction des stéréotypes et des préjugés et
joue aussi un rôle essentiel dans la promotion d'une compréhension plus profonde et favorise bien sûr le respect mutuel et le respect de la différence culturelle. Donc, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés dans les médias est un défi aussi important. Donc, les médias sont appelés à diffuser des contenus responsables qui reflètent bien sûr de manière authentique la diversité des expériences humaines. Donc, les médias aussi, ils doivent diffuser des informations équilibrées et précises et éviter aussi de renforcer les stéréotypes existants dans la société. Par exemple, au lieu de présenter toujours, par exemple, les femmes comme étant faibles et émotivées, les médias devraient montrer leur force et leur résilience dans des rôles variés, comme par exemple les présenter comme des leaders politiques ou bien des leaders ou bien des chefs d'entreprise. Ensuite aussi, les médias sont appelés à présenter la diversité culturelle, donc la diversité dans la création. Bien sûr, cela implique de donner la parole à une variété des voix, à une variété des idées, à une variété des perspectives. Par exemple, comme le cas dans l'industrie cinématographique, cela signifie bien sûr inclure des personnages venant des différentes origines, des différentes nations, des différentes ethnies, qui représentent différentes tranches d'âge, des différents genres. Donc, et leur donner des rôles significatifs qui ne se limitent pas à des stéréotypes culturels ou bien à des stéréotypes sociaux. De la fin, il est crucial aussi d'éduquer les consommateurs sur l'importance pour remettre en question les médias. Donc, par exemple, par les écoles qui pourraient enseigner aux élèves à analyser les médias de manière critique, en examinant comment, bien sûr, les stéréotypes sont utilisés et comment ils peuvent influencer les perspectives et les orientations politiques, ou bien comment ces stéréotypes peuvent orienter le public vers un voie politique ou d'autres. Donc, ensemble, ces mesures peuvent contribuer à créer des médias, bien sûr, plus inclusifs et plus représentatifs de la diversité de notre société. La responsabilité individuelle joue aussi un rôle crucial dans la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, soit par le biais de l'autoréflexion, soit par l'éducation et soit par l'engagement actif. Donc, en ce qui concerne les réflexions personnelles, cela bien sûr implique de prendre conscience de nos propres préjugés et stéréotypes. Par exemple, si vous remarquez que vous avez une idée préconçue sur un groupe de personnes, prenez un moment pour vous demander d'où vient cette idée ou pourquoi vous la détenez. Cela peut être dû à des influences culturelles, à des expériences personnelles passées ou même par notre éducation reçue. Donc, reconnaître ces pensées est la première pas vers le changement. Vous pourriez engager dans un auto-questionnement chaque fois que vous avez ou bien vous faire face à des stéréotypes. Donc, deuxièmement, pour l'éducation, c'est d'essayer d'éduquer soi-même et les autres sur la diversité culturelle, sur l'histoire, sur des perspectives différentes. Cela, bien sûr, peut se faire en lisant des livres ou bien en regardant des documentaires ou bien en écoutant des podcasts qui traitent des cultures différentes et qui relatent des expériences différentes de la nôtre. Donc, par exemple, si vous êtes enseignant, vous pourrez intégrer des livres de divers auteurs dans votre curriculum pour exposer vos élèves à la différence des perspectives ou, par exemple, dans
un cadre personnel, partagez des articles ou bien des vidéos informatives ou bien d'autres choses avec vos amis ou avec votre famille pour susciter des discussions sur ce sujet de la diversité. Donc, en ce qui concerne l'engagement actif, cela peut prendre plusieurs formes, allant de la participation à des manifestations qui luttent contre les injustices à l'engagement dans des dialogues constructifs avec des personnes qui maintiennent bien sûr des stéréotypes nocifs. Par exemple, vous pourriez vous porter volontaire dans des organisations qui travaillent à l'amélioration des relations interculturelles ou bien simplement prendre la parole lorsque vous étiez témoin d'un stéréotype ou d'un préjugé dans votre vie quotidienne en expliquant aux gens de manière calme pourquoi ces idées peuvent être nuisibles et en leur fournissant des perspectives et d'autres alternatives. Donc, chacune de ces étapes demande de courage et de l'ouverture d'esprit, mais elles sont essentielles, bien sûr, pour construire une société plus inclusive et qui favorise l'empathie. Donc, en adoptant toutes ces approches dans notre vie quotidienne, nous pouvons bien sûr contribuer de manière significative dans la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Donc, lutter contre les stéréotypes et les préjugés est crucial, bien sûr, pour promouvoir l'égalité, la tolérance et la justice sociale. Donc, en combattant les stéréotypes, en reconnaissant la diversité, en évitant la discrimination, cela nous permet bien sûr de contribuer à promouvoir l'égalité sociale de manière significative. Par exemple, le cas des stéréotypes de genre qui distinguent que certaines professions sont plus adaptées aux hommes qu'aux femmes peuvent limiter les opportunités bien sûr professionnelles et perpétuer les inégalités. Donc, nous, en travaillant, en remettant en question ces stéréotypes et en offrant bien sûr des opportunités d'égalité à tout le monde, de telle façon, nous participons à la création d'un environnement favorable où chacun a la possibilité de réussir, quel que soit son genre, son origine, ethnie ou bien son caractère. Aussi, combattre les stéréotypes et les préjugés favorise la tolérance en encourageant bien sûr la compréhension, le respect mutuel entre les individus et entre les groupes, comme par exemple le cas des préjugés ethniques qui peuvent conduire à des tensions interculturelles et à la discrimination. Bien sûr, nous, en travaillant et en éduquant les gens sur la diversité culturelle et en encourageant l'empathie sociale envers les autres, de telle façon, nous pouvons bien sûr créer ou participer à la création d'une société où les différences sont célébrées plutôt que stigmatisées. Et cela, bien sûr, par la suite, favorise un climat de tolérance où chacun se sent accepté et respecté. Aussi, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés est essentielle pour promouvoir la justice sociale, bien sûr, en mettant fin aux discriminations systématiques et aux inégalités, par exemple, comme le cas pour les stéréotypes raciaux, qui peuvent contribuer à des pratiques discriminatoires dans les domaines d'emploi, du logement ou même dans les domaines du système judiciaire. Bien sûr, nous, en travaillant à identifier et à confronter ces stéréotypes, nous pouvons travailler, bien sûr, par exemple, à renforcer les politiques, les institutions pour garantir l'égalité de chance et le traitement équitable pour tous les membres de la société. Donc, vers la fin, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés est fondamentale pour créer des sociétés plus égalitaires, plus tolérantes et plus justes, où chacun a la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement à la communauté. En guise de conclusion sur les stéréotypes et les préjugés, donc les stéréotypes et les préjugés ont un impact significatif bien sûr sur les individus mais aussi sur la société. Ils aussi influencent notre comportement mais aussi les opportunités et les relations interpersonnelles.
Donc, il est essentiel ou bien primordial de reconnaître ces influences et s'engager de manière active pour lutter contre la propagation de ces phénomènes. Donc, en adoptant bien sûr plusieurs stratégies telles que promouvoir la diversité, favoriser l'empathie et la compréhension interindividuelle. Donc, par ces méthodes, il est possible de créer, bien sûr, par la suite, un environnement inclusif et respectueux, libéré, libéré de toutes les contraintes, des préjugés et des stéréotypes, bien sûr.